Bonjour et bienvenue dans le podcast Disparu. Moi, c'est Roxane Trimen et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Lars Mittank, le disparu le plus célèbre d'Internet. Le matin du 8 juillet 2014, une caméra de surveillance du hall de l'aéroport de Varna, en Bulgarie, enregistre l'arrivée d'un jeune homme qui marche d'un pas assuré. D'allure athlétique, il porte un bermuda sombre, un t-shirt jaune et des baskets blanches. Il a un sac à dos et un bagage à main. Une autre caméra le suit alors qu'il se dirige vers les locaux du médecin de l'aéroport et disparaît du champ de vision. Quelques minutes plus tard, on le voit surgir. Il a fait demi-tour et il court, laissant autour de lui des voyageurs perplexes. Ses bagages sont restés dans l'aéroport avec sa carte bleue, son passeport et son portefeuille. Une fois dehors, on voit qu'il hésite. Il regarde autour de lui et, au bout de quelques secondes, il part en marchant rapidement sur la gauche en longeant l'aéroport, puis se met à trottiner. Sa vitesse augmente au fur et à mesure et on voit qu'il se dirige vers une zone boisée située entre le nord de l'aéroport et l'autoroute A2. Mais là, plus il s'éloigne de l'aéroport, moins il y a de caméras, donc les images qu'on a de lui sont vraiment de moins bonne qualité. Finalement, une dernière caméra enregistre au loin un point jaune en mouvement. On distingue seulement son t-shirt. Des témoins disent l'avoir vu grimper une clôture qui était surmontée de barbelés et disparaître dans un champ. Combien de temps ce sprint a-t-il duré ? 10 ans plus tard, nous ne le savons toujours pas. Lars Mittank s'est évaporé dans la nature. La vidéo du moment où il panique et où il s'enfuit de l'aéroport en courant est diffusée sur Internet par les autorités. Peut-être qu'elle suscitera une piste, peut-être que quelqu'un, quelque part, a vu quelque chose. Elle est visionnée des millions de fois. Tous les médias s'emballent, on qualifie Lars Mittank de personne disparue la plus célèbre de YouTube. Et depuis, des milliers de personnes donneraient très cher pour savoir ce qui s'est passé ce jour-là. On va d'abord se pencher sur les événements qui ont précédé sa disparition. Lars Mittank naît en février 1986 à Berlin, en Allemagne. Il grandit à Itzehoe, une petite ville de 30 000 habitants au nord-est de Hambourg et à l'embouchure de l'Elbe. La ville est typique de la région, arborée, tranquille. Les rues du centre-ville sont pavées et les murs des maisons sont, comme en Amérique du Nord, de couleur brique. Lars est studieux, sportif et franchement beau. Il a de nombreux amis et une petite copine de longue date. Une fois son diplôme d'ingénieur en poche, il obtient un poste à la centrale thermique de Wilhelmshaven, désolé les germanistes, et reste vivre à Itzehoe, juste à côté. Il adore son travail et, à côté de ça, il manque rarement les matchs de l'équipe locale de football, la Werder Bremen. C'est un enfant unique, proche de ses parents. Il aménage d'ailleurs son emploi du temps pour leur rendre visite tous les week-ends. Il aide sa mère qui gère seule le foyer depuis que son mari a eu un AVC. En ce début d'été 2014, Lars se laisse convaincre par quelques amis à lui. Ils vont s'offrir une semaine sur la côte bulgare de la mer Noire. Le jeune homme aurait préféré faire de la plongée ou n'importe quoi de sportif, mais il finit par céder. Même sa mère, Sandra, l'encourage. Elle lui dit « Vas-y, profite de cette semaine de vacances bien méritée ». Golden Sands est une station balnéaire située à 17 km au nord de Varna. Bon, les jeunes, ils n'y vont pas pour visiter des musées. Clairement, ça ressemble à Ibiza en moins cher. L'ambiance, c'est spring break à fond. Les hôtels ont leur propre piscine, restaurants et bars. Et il y a des boîtes de nuit absolument partout qui sont tout le temps bondées. Les amis s'enregistrent le 30 juin au Viva Club Hotel, un tout inclus de rêve
pour des jeunes qui veulent couper du quotidien et passer du bon temps. C'est l'un des plus chics du coin et il donne directement sur la mer. Tim et Paul sont des amis du lycée, ils connaissent Lars depuis des années. Entre deux matchs de foot improvisés sur le sable, le petit groupe traîne au bar de la plage. Ils écument les clubs et se prélassent dans la piscine de l'hôtel entre deux gueules de bois. Bon, on a tous été jeunes, hein. Ils se couchent aux petites heures du matin et se lèvent à la mi-journée. En plus, leur semaine de vacances tombe pendant la Coupe du monde de foot de 2014, qui est diffusée dans la quasi-totalité des bars de Varna. Et ils ont de la chance puisque l'équipe allemande est bien partie dans la compétition. Ce samedi 5 juillet, les Pays-Bas et le Costa Rica s'affrontent. Le coup d'envoi est prévu à 23 heures. Lars, Tim et Paul s'installent dans un bar de plage, le Rock Bar. Ils croisent des compatriotes allemands venus profiter, comme eux, de la fête. Lars, il porte à ce moment-là, vous vous souvenez, je vous ai dit, il est fan de la Werder Bremen. Et ben à ce moment-là, il porte son maillot de foot de la Werder Bremen. Et les autres Allemands, eux, ils soutiennent le FC Bayern. Forcément, à un moment donné, ça chauffe un petit peu dans la soirée. Il y a une escalade. En plus, ils ont déjà ingurgité quand même pas mal d'alcool. Mais finalement, Lars, il se calme, il redescend d'un ton avant que ses amis Tim et Paul n'aient besoin d'intervenir. Ils finissent par en rire, se détendre un coup et regardent la suite du match. Mais c'est après que tout se complique. Au petit matin, les trois amis font la fermeture du bar. Ils s'apprêtent à rentrer à l'hôtel quand Tim et Paul avisent un kiosque McDo. Donc ils s'arrêtent pour commander de quoi éponger l'alcool qu'ils ont bu. Et Lars, lui, il n'est pas très fast-food, il les attend en retrait. Alors ici, je pense que c'est important de faire une petite parenthèse parce que Tim et Paul, après, ils vont parler à la police et aux médias et à la famille de Lars et ils vont pouvoir un petit peu raconter ce qu'ils ont compris. Ils ont vu de l'attitude de leur ami avant sa disparition. Ils sont formels sur un point. Lars, il s'est amusé autant qu'eux. Franchement, il faisait la fête. Du 30 juin au 5 juillet, ils étaient vraiment ensemble tout le temps et il n'y avait pas de souci. Mais ils ont quand même noté que Lars mangeait très peu. Il sautait souvent le petit déjeuner et pour le dîner, il se contentait de salade ou de soupe. Ça les a un petit peu intrigués, après coup, mais ça les a un petit peu intrigués parce qu'ils se sont dit: «Il y a des buffets à volonté à l'hôtel et il en profite pas, quoi». Alors on peut se dire, Lars Mittank, qu'il est athlétique, il est sportif, il est beau, il prend soin de son corps, donc peut-être qu'il voulait juste éviter de prendre 5 kilos en une semaine de vacances et qu'il n'était pas fan des burgers trop gras et des plats en sauce, quoi. Bref, fermons la parenthèse, on y reviendra plus tard. Donc là, Tim et Paul, ils sortent du kiosque à McDo avec leur nourriture toute chaude entre les mains et évidemment, ils cherchent Lars des yeux. Mais leur ami a disparu. Alors, est-ce qu'il est parti devant? C'est possible. Donc, il rentre à l'hôtel, mais la chambre est déserte. Bon, ils sont pas vraiment inquiets, il a peut-être rencontré d'autres personnes, suivi un groupe. Donc, vu le contexte, il n'y a pas vraiment de quoi s'affoler. Et Paul et Tim, ils sont crevés, donc une fois qu'ils ont avalé leur McDo, ils digèrent et s'endorment rapidement. Et le lendemain matin, quand ils se réveillent, Lars est là. Alors ses amis, ils sont soulagés, c'est clair, mais ils sont curieux. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Pourquoi t'es parti sans nous prévenir? Et là, il va leur raconter une histoire un peu étrange. Lars, il leur dit qu'il s'est fait attaquer par des hommes qui parlaient une langue d'Europe de l'Est. Bon, clairement, il ne sait pas distinguer le bulgare du russe ou du moldave, hein, donc pour lui, c'est une langue d'Europe de l'Est, mais il n'est pas sûr que ce soit des Bulgares. Et il raconte qu'il a tenté d'éviter un coup de poing qu'on lui aurait lancé vraiment droit sur le visage. En tournant la tête, le poing du gars d'en face s'est abattu sur son oreille. Et il a super mal. Il a même l'impression d'avoir perdu un peu d'audition. Mais truc bizarre, Lars y précise à ses amis que en fait, il soupçonne les hommes d'avoir été engagés par les supporters du FC Bayern, les Allemands croisés plus tôt dans la soirée. Bon, c'est vrai que c'est une théorie un peu bancale, quoi. On se dit quand même, il s'est rien passé dans le bar, ils sont un peu frités, mais après ils se sont détendus. Et quoi, ils auraient payé des hommes du coin pour lui foutre une raclée. Enfin, c'est un peu étrange comme supposition de la part de Lars. Finalement, pour la dernière journée, Lars rentre sur lui et ses amis n'insistent pas. Le lundi 7 juillet au matin, il s'inquiète quand même
des conséquences que pourrait avoir le voyage du retour sur son oreille. Si vous avez déjà pris l'avion, vous le savez, le corps ne s'habitue pas assez vite à la différence de pression atmosphérique quand l'avion décolle ou atterrit. Et ça provoque une sensation désagréable, voire parfois douloureuse, d'oreilles bouchées. On conseille de mâcher un chewing-gum, et c'est vrai que ça peut limiter la casse, mais quand on a un tympan qui est déjà abîmé, effectivement, il y a de quoi s'inquiéter des conséquences. Tim et Paul, bon, ils sont jeunes, ils sont en pleine santé, donc ils trouvent que leur ami, il exagère un petit peu, mais en même temps, ils ont envie de le rassurer. Donc Paul l'accompagne voir un médecin local qui lui diagnostique effectivement une perforation du tympan. Et le médecin va plutôt dans le sens de son patient et lui dit que ce serait peut-être bien qu'avant de prendre l'avion, Lars consulte un spécialiste. Mais le problème, c'est que leurs billets sont déjà achetés, l'avion va partir et Paul et Tim, ils ont un travail. Et même s'ils essayent de dire à Lars, bon, t'es sûr, non, mais on va rester avec toi, on va pas rester tout seul, et Lars finit par les convaincre de prendre l'avion, de faire comme c'était prévu, et lui, il les rassure, il le rejoindra en Allemagne dès que cette histoire d'oreille sera réglée. Puis après tout, il est assez grand pour rester à Varna tout seul. Les trois amis se séparent sur le trottoir. Tim et Paul attrapent un taxi pour l'aéroport et Lars en elle un autre, direction l'hôpital. Sur place, il consulte un otorhinolaryngologiste qui lui conseille de se faire opérer. Mais Lars, il est en Bulgarie et donc il se dit je vais peut-être quand même consulter un chirurgien en Allemagne avant de prendre une décision comme ça. En attendant l'opération, le médecin lui prescrit un antibiotique à large spectre pour limiter le risque d'infection, pour éviter que des bactéries en profitent pour s'infiltrer à l'intérieur de son conduit auditif. Donc, Lars, il quitte l'hôpital avec la prescription et fait un saut dans une pharmacie qui est sur son chemin pour se procurer les plaquettes d'un antibiotique qui s'appelle le Cefzil 500. On y reviendra plus tard. De retour au Viva Club Hotel, là où il était avec ses amis depuis une semaine, il récupère ses bagages et signale son départ à l'accueil. On comprend, avec ce qui s'est passé par la suite, qu'en fait, il a quitté cet hôtel-là parce que l'hôtel était excentré de la ville de Varna et donc de l'aéroport. Il a réservé une nuit dans un hôtel qui s'appelle le Hôtel Color en centre-ville. L'hôtel existe toujours et quand on va voir les commentaires, les photos, etc., effectivement, pour un backpacker de 18 ans, c'est très bien. Celui qui voyage avec son sac à dos et qui s'en fiche un petit peu de où est-ce qu'il dort. Mais les chambres n'ont rien à voir avec celles du Viva Club Hotel. Quand Sandra Mittank apprend que son fils est seul en Bulgarie, elle s'inquiète. Elle lui achète un autre billet d'avion et un billet de bus au cas où il ne pourrait pas prendre l'avion. On dit souvent que les parents ont un sixième sens. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est parce qu'ils s'inquiètent dès la naissance de leur enfant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle pressentait que c'était une situation qui pouvait mettre en danger son fils, même si son fils est grand. Et en effet, cette nuit-là, son comportement devient franchement étrange. On sait qu'il échange plusieurs fois avec sa mère par appel et par message. On sait qu'il est très inquiet, qu'il est persuadé que quelque chose de louche se trame dans l'hôtel et qu'on lui veut du mal. Il demande même à sa mère de bloquer ses cartes bancaires, comme s'il avait peur qu'on lui vole et qu'on lui vole son argent, quoi. Et quand Lars prend tous ses bagages, descend de sa chambre, va à la réception et quitte l'hôtel en pleine nuit, le personnel de l'hôtel ne comprend pas non plus ce qui se passe. À 5h du matin, Lars barre la route à un taxi. Il fait de grands gestes. Une cliente est déjà installée sur la banquette arrière, mais le chauffeur n'a pas le choix. En fait, il pile et s'arrête devant la détresse de Lars. Et reconnaissant, Lars monte dans le taxi et demande à être conduit directement à l'aéroport. Les deux témoins diront plus tard qu'il était très agité. À plus de 2000 km de là, Sandra reçoit un message de son fils à propos de l'antibiotique prescrit la veille. Qu'est-ce que Cefzil 500 ? À 6h du matin, le taxi dépose Lars devant l'aéroport de Varna. Il appelle de nouveau sa mère pour lui dire qu'il a, je cite, « réussi à arriver à l'aéroport ». Elle lui suggère de faire contrôler son oreille par le service médical sur place. Et Lars lui demande ensuite de lui faire un virement de 500 € par Western Union, puisqu'elle a fait opposition à sa carte bancaire quelques heures plus tôt.
Sur les caméras de surveillance, on voit Lars Mittan qui fait les 100 pas, comme n'importe quel passager qui se dégourdirait les jambes avant un vol. Il appelle une dernière fois sa mère. Son discours est décousu. Il lui explique qu'ils ne veulent pas qu'il prenne l'avion ni le bus pour rentrer. Mais on apprendra plus tard qu'au moment où il a dit ça, il n'avait pas encore consulté le médecin de l'aéroport. Si ce n'est pas le service médical, ce n'est pas le médecin de l'aéroport, c'est qui? Après avoir raccroché, Lars se dirige vers les toilettes pour se rafraîchir. À nouveau, une caméra le filme alors qu'il demande son chemin à une femme qu'il croise. Et on le voit se diriger vers le cabinet du médecin et disparaître du champ de vision. À 9h30, il entre dans le bureau du médecin. Au beau milieu de la consultation, un ouvrier de chantier de l'aéroport, parce que l'aéroport est en travaux, comme souvent, pousse la porte sans s'annoncer et Lars y panique complètement. Malgré les tentatives du médecin pour essayer de le rassurer, il bondit de sa chaise et se précipite vers la porte. Il abandonne toutes ses affaires dans cette salle de consultation. La suite, vous la connaissez. Lars est filmé par les caméras de surveillance. Il court dans le hall de l'aéroport, longe le parking, escalade une clôture et disparaît. La pauvre Sandra prévient rapidement l'ambassade allemande à Sofia. Des chiens pisteurs sont envoyés sur place, sans succès. Au cas où, les policiers fouillent ses bagages, mais ne trouvent rien de suspect. Bon, je pense qu'il est temps de discuter des hypothèses. Lars arrive à Varna et fête avec ses amis. Rien à signaler jusqu'à la nuit du 5 au 6 juillet 2014 quand il s'évapore une première fois pendant que ses amis commandent un burger. Le lendemain, il raconte qu'il a été agressé, qu'il a reçu un coup de poing dans l'oreille. Et effectivement, il s'est passé quelque chose, il a eu quelque chose à l'oreille puisqu'il a un tympan perforé. Il quitte ensuite le Viva Club Hotel pour passer sa dernière nuit au Hôtel Color, plus proche de l'aéroport. Il reste réveillé toute la nuit, persuadé qu'il est suivi, et se rend à l'aéroport toutes premières heures du matin. En pleine consultation, il prend peur, il abandonne toutes ses affaires et il part en courant. Est-ce qu'il a vraiment été agressé par un groupe d'hommes dans la nuit du 5 au 6 juillet? Si oui, est-ce que ces hommes ont été recrutés par les Allemands qu'ils ont rencontrés un peu plus tôt dans le bar et avec qui ils se sont pris la tête pendant le match de foot? Et sinon, est-ce qu'il aurait pu être victime d'une tentative de vol ou de trafic d'êtres humains ou alors victime de la mafia? On ne connaît pas très bien la Bulgarie. Apparemment, le centre-ville de Varna craignait un petit peu. Mais il a été mal à l'aise dans tellement d'endroits, en interaction avec tellement de personnes différentes que ça me paraît étrange. Et puis s'il avait peur en fait, je comprends pas pourquoi il a pas pris l'avion. Finalement, prendre l'avion, ça aurait été la solution la plus sûre, la plus safe pour rentrer chez lui. J'ai du mal à comprendre. Du coup, on en vient à une hypothèse qui revient souvent dans cette affaire, c'est l'hypothèse d'un problème de santé mentale. Plusieurs personnes ont témoigné de son comportement quand même nerveux, voire paranoïaque, et qui changeait vraiment d'habitude. Donc il y a eu Paul et Tim quand il leur a raconté son agression, le personnel de Hôtel Color qui l'a vu se cacher un petit peu dans l'hôtel et partir en trombe, le chauffeur de taxi, la passagère du taxi, et même la mère, même Sandra Mittan, qui a trouvé le comportement de son fils étrange. Et puis, il faut l'admettre, les 1,6 million personnes qui ont vu la vidéo de sa course folle se disent: «Il y a peut-être un truc qui va pas». Alors qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être un épisode de psychose. Un épisode de psychose, ça se caractérise par une perte de contact avec la réalité. Une personne qui est en crise psychotique ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Sa personnalité peut donc changer brusquement. Elle apparaît le plus souvent à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte et touche les hommes et les femmes de toute classe socio-culturelle. Ça fait bizarre de se dire que quelqu'un peut comme ça, d'un coup confondre, réalité et imaginaire, mais c'est vraiment le cas. Une psychose, ça peut être causé par une maladie mentale, diagnostiquée ou non diagnostiquée. Ça peut être la schizophrénie, la dépression ou un trouble délirant. Ça peut aussi être causé par certaines drogues comme le LSD, la cocaïne, les amphétamines et certains champignons. Est-ce qu'il aurait pu prendre quelque chose volontairement ou à la soirée? Ça l'aurait vraiment perturbé.
Bon, en tout cas, sa famille pense qu'il n'a pas pris volontairement, des drogues et encore moins des drogues aussi fortes. Sur internet, il y a quand même toute une théorie qui a émergé sur le fait qu'il a peut-être fait une réaction à l'antibiotique. Le Cefsil 500, c'est un médicament de la famille des céphalosporines et effectivement, comme tous les traitements, bah, il peut provoquer des effets secondaires. Mais j'ai fouillé les études scientifiques et j'ai pas trouvé de lien entre l'administration de céphalosporines et d'éventuels épisodes psychotiques. Et en plus de ça, Lars était méfiant envers ce médicament qu'il avait eu la veille, comme il l'a dit à sa mère et de ce que j'ai compris, les médecins estiment que de toute façon, il n'y aurait pas touché. Donc ça élimine, cette hypothèse. Il y a quand même une autre théorie qui est intéressante. Si on part du principe qu'il a bien reçu un coup, puisqu'il a eu le tympan perforé, dans la nuit du 4 au 5 juillet, comme c'était au niveau de l'oreille, est-ce que ça aurait pu provoquer un traumatisme crânien? Ou quelque chose qui déclenche un épisode de psychose? Là aussi, je trouve que c'est une piste, intéressante. Il y a quand même le fait, dans la santé mentale de Lars Mittank, qu'il mangeait peu depuis le début du voyage. Bon, est-ce qu'il pouvait souffrir d'une dépression ou d'un trouble alimentaire? C'est vrai qu'on a tendance à penser que les troubles alimentaires concernent que les jeunes filles, les jeunes femmes, mais ils apparaissent aussi chez les garçons, chez les hommes. Et quand les gens, sont en quête de perfection et de reconnaissance, c'est vrai que bon, il est sportif, il fait super attention à son apparence physique, il est ingénieur. Est-ce qu'il aurait pu se mettre une pression de fou et finalement tomber dans, un trouble alimentaire, la boulimie, l'anorexie, voilà. Il y a des études récentes qui révèlent qu'il y a quand même un lien entre, troubles alimentaires et psychose, tout chez les garçons. Mais finalement, que l'on penche pour une, piste criminelle ou un trouble mental, l'essentiel, c'est qu'il n'a toujours pas été retrouvé. Il a grimpé cette clôture avec des barbelés et il a disparu. Alors peut-être qu'il a erré dans la campagne environnante avant de mourir de faim, de froid ou de déshydratation. À proximité de l'aéroport, ça c'est intéressant, qu'est-ce qu'il y a, au-delà, vers où il est parti? En fait, c'est surtout des bidonvilles. Les habitants, cultivent ou cueillent des plantes, pour les vendre en ville. Mais il y a quand même du passage, donc un corps ne serait pas passé inaperçu et un homme qui court comme ça de manière erratique, pour rien, non plus. Mais en 2014, la disparition du jeune Allemand ne fait pas les gros titres et c'est normal, vaut mieux éviter de refroidir les touristes. En plus, Sandra apprendra plus tard que, à ce moment-là, bah, les policiers bulgares ne sont pas tous informés de la disparition de son fils. Donc, qu'est-ce qu'il y a autour de l'aéroport? Ce qui est intéressant, c'est qu'en dehors de ces bidonvilles, de ces champs, donc c'est une zone agricole et un petit peu de zone boisée, il y a aussi une autoroute, l'autoroute A2. Il aurait pu faire du stop, aller vers l'est, retourner à Varna. Il aurait pu à ce moment-là partir de Varna pour longer la côte vers le nord en direction de la Roumanie ou vers le sud en Turquie. Il aurait aussi pu aller vers l'ouest. L'autoroute A2 dessert quelques grandes villes de Bulgarie. Il aurait aussi pu retourner en Allemagne par voie terrestre en faisant du stop pour échapper à des poursuivants, qu'ils soient réels ou imaginaires. De Varna à Itzehoe, donc sa ville natale et la ville où il vit toujours, il y a plus de 2000 kilomètres et 25 heures de route. Il faut traverser, dans l'ordre, la Roumanie, la Hongrie, un tout petit morceau de la Slovaquie et la République tchèque. Toujours à ce jour, seuls 2 de ces pays contrôlent les passeports aux frontières, la Bulgarie et la Roumanie. Les autres pays mettent en œuvre l'accord et la convention de Schengen. Mais enfin, qu'il ait quitté Varna ou non, il n'est jamais rentré chez lui. Au fil des ans, de nombreux témoins disent l'avoir aperçu, menant une vie de marginale dans des villes européennes. Sandra est allée à Varna, hein. Elle a écumé les hôpitaux, fait toutes les morgues et elle a fait connaître l'histoire de son fils aux 4 coins du monde. Et s'il n'a pas été retrouvé, l'acharnement de la famille et des amis de Lars a permis d'identifier d'autres Allemands disparus. Il y a des gens qui signalaient un blond aux cheveux longs, qui vivait dans la rue et qui parlait allemand et donc les gens se disaient: «Ah bah, c'est lui» et donc ils appelaient, ils prenaient contact avec les autorités. C'était pas Lars Mittank, mais c'était une autre personne, recherchée par ses proches. Cette affaire, aussi horrible soit-elle,
a permis, à certaines familles d'avoir des réponses, en tout cas. Sandra, elle pense que Lars, il a pu perdre la mémoire. Alors, les rares cas d'amnésie d'identité sont traités au cas par les neuropsychiatres. La victime peut oublier jusqu'à son nom, son année de naissance, son pays d'origine, sa langue ou les compétences qu'elle avait acquises dans un domaine particulier, dans son métier, etc. Encore plus rare, la fugue dissociative. C'est justement un mix entre la fugue et l'amnésie d'identité. Et si la situation perdure dans le temps, bah, la personne peut prendre une nouvelle identité et en général vivre en marge de la société parce que faut pas se leurrer, quand on n'a rien, ni identité, ni argent, ni soutien de famille, d'amis, ni possibilité d'avoir un logement ou d'un travail, on devient vite vulnérable et on se retrouve vite à la rue. Il y a une autre histoire comme ça qui fait un petit peu écho, qui est absolument dingue, c'est celle d'Anton Pilipa. Anton Pilipa, c'est un Canadien qui est atteint de schizophrénie et qui est vu en 2012 dans la ville de Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada, avant de disparaître. 5 ans plus tard, au Brésil, il y a un homme qui marche de façon super bizarre sur une route au beau milieu de la forêt amazonienne. L'homme ne parle pas portugais, il n'a pas de bagages, pas de papier, pas d'argent et il est presque pieds nus. C'est Anton Pilipa. Il a parcouru plus de 10 000 kilomètres. Il cueillait des fruits et des baies dans la forêt amazonienne, comme si, poupou, on va dans son jardin cueillir des mûres à l'automne, mais enfin, c'est la forêt amazonienne, mais il a quand même survécu là-dedans. Il fouillait les ordures et il se faisait aider de temps en temps par les quelques personnes qu'il croisait. Et ils l'ont retrouvé comme ça, quoi. Donc c'est absolument, dingue, il avait, oublié qui il était. Il y a une autre histoire un peu similaire, elle date du 24 février 2013 quand un homme est retrouvé inconscient dans une chambre d'hôtel à Palm Springs en Floride, aux États-Unis. À son réveil à l'hôpital, il est incapable de donner son identité. Grâce à son passeport, l'équipe de soignants lui apprend donc son propre nom, Michael Boatwright. C'est un Américain vétéran de la guerre du Vietnam. Mais, attendez, mais Boatwright parle uniquement suédois. Alors, sceptique, le personnel, lui tend des pièges pour essayer de le faire, parler anglais, par réflexe, mais ça marche pas. Non, il parle suédois, il comprend le suédois et c'est tout. Ses proches sont finalement contactés et fournissent, des infos sur Michael. Il a en effet passé une partie de son enfance en Suède et là, il vient de traverser une période super difficile, un divorce. Il vivait en Chine avec sa famille. Du coup, il y a eu aussi une expiration de visa en Chine et une tentative de suicide. Il a été incapable de se souvenir de sa vie et il est mort 1 an plus tard, à 62 ans. C'est vrai que le cerveau est une machine complexe qui se détraque super facilement. Si vous connaissez quelqu'un qui a eu Alzheimer, Parkinson ou même des gens qui sont tombés en dépression, effectivement, c'est là où on se rend compte que le cerveau est hyper compliqué et on peut vraiment perdre le contrôle de notre vie très rapidement. Finalement, l'hypothèse de l'amnésie d'identité a le mérite de laisser un peu d'espoir aux proches de Lars Mittank. Aujourd'hui, Lars aurait 38 ans. Il mesure 1,80 m, a les cheveux blonds, châtain clair et les yeux marrons. Il a une cicatrice sur l'avant-bras gauche et son sourcil droit est légèrement plus haut que son sourcil gauche. Il fait aussi l'objet d'une notice jaune d'Interpol. Évidemment, ça relèverait vraiment du miracle, mais si vous avez la moindre information, n'hésitez pas à contacter les autorités. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une affaire courte et peut-être tant mieux d'une certaine manière. Moi, j'avoue que je suis un peu crevée avant les fêtes, donc ça me va de vous faire une petite affaire courte. Écoutez, merci aux nouveaux abonnés et je vous dis à bientôt pour une nouvelle affaire de disparition.